Hein. Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage. La légende Youssoupha a l'habitude de dire en début de cette émission, envoie ce son à 3 personnes qui l'enverront à 3 personnes et qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Il le dit encore, l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent, ceux qui la vivent et surtout ceux qui la racontent. Et aujourd'hui, je suis honorée de faire partie ou d'accueillir l'une de ces personnes qui racontent nos histoires. Parce que oui, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans Parole à l'auteur, cette émission qui vous parvient sur Ouezo Média la 101.5. Ici, nous parlons culture et tradition. Et Parole à l'auteur, vous présentez en ce jour par Cathy Amina, va vous présenter une œuvre littéraire ou vous présenter un écrivain à travers une œuvre littéraire. Bonjour à vous et bienvenue à vous qui vous joignez à nous. Nous sommes en direct de la 101.5 MHz et aujourd'hui, nous parlons de ce livre qui va vous intéresser, qui va nous intéresser, qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'études pour parler de ce qui nous concerne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'auteur du livre Existence, Force et Mort à travers le regard d'un petit bantou. Il n'est pas petit, heureusement, c'est un adulte, mais il va nous relater la vie à travers son regard d'un humain, d'un bantou, d'un patriote aussi, et voilà, d'un philosophe, d'un observateur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Bissimois Emmanuel Luango. Il s'appelle BCL. Il nous dira pourquoi cette manière, cette préférence. Et aujourd'hui, nous sommes dans Parole à l'auteur. Merci à Sami Baloumé qui assure la mise en onde et capture vidéo. Cette même émission, vous la suivrez sur YouTube en version filmée. Mais déjà, bonjour et bienvenue à nous suivre. Je prends avec moi tout de suite l'auteur du livre Existence, Force et Mort à travers le regard d'un petit bantou. Monsieur Emmanuel, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir, un honneur de vous rencontrer une première fois, mais je me dis qui marquera l'histoire encore une fois. Inch'Allah. Alors, ma préférence avec cette émission est que chacun des auteurs, nous le découvrons à travers ses récits et vous nous parlez de votre manière de voir le monde, de l'observer et de l'apprécier. C'est déjà très bien. Peut-être en début, pour le peu de personnes qui ne vous connaissent pas, qui est Emmanuel Bissimois? À la base, je suis un artiste, ancien de l'Académie de Beaux-Arts. J'ai aussi un peu fréquenté l'IBTP. À l'époque, c'était encore l'IBTP. Après, ça a été divisé en ESAO et bon, ceux qui savent. Artiste graphique, graphisme, je fais dans le graphisme, le design intérieur, beaucoup dans la supervision des chantiers et tout ça. Mais ma passion à moi, c'est l'art et la culture surtout. Je me suis donné pour mission de faire la promotion de la culture de l'effort, de l'amour pour l'effort et l'aspiration à l'excellence dans tout ce qu'on fait, de ce qu'on a. Très belle présentation qui me pousse déjà à vous poser cette question. Vous dites que vous œuvrez dans l'ingénierie, dans le graphisme, déjà de métiers qui rapportent bien. Et pourtant, après, vous choisissez comme passion la littérature. Vous connaissez l'état du secteur littéraire chez nous. Et pourtant, vous dites vous souhaitez poursuivre dans ce domaine-là. Pourquoi ce besoin? Est-ce que vous n'avez pas peur que cette passion ne rapporte pas? Oui et non en même temps. Je vais donner un exemple. J'ai un jardin. J'ai conçu un jardin à Kavumu, pour ceux qui connaissent Kavumu, juste derrière l'aéroport de Kavumu. Ça fait 6 ans que je travaille sur ce jardin. Et j'ai vécu une très belle expérience en plantant des arbres fruitiers. Ça m'a pris du temps. Mais le jour où j'ai commencé à manger de ces fruits, c'était un jour très, très, très agréable. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne lisent pas beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui aimeraient payer un livre. Mais je sais qu'avec le temps, ça aura tout son sens. Et puis, à la base, comme j'ai dit, je me considère comme quelqu'un qui est en mission. Donc, quand on est en mission, on ne met pas d'abord la question de l'argent avant. C'est-à-dire que l'important, c'est d'abord de se demander pourquoi on s'est lancé dans cette mission. Il y a ce souci de participer à l'apport des choses que souvent on dit il n'y a pas dans notre société. Et il y a cette prise de conscience du fait que à un moment, si nous tous on attend que ça vienne, ça ne viendra pas. À un moment, si on attend qu'un génie
qui a un pouvoir mystique vienne et avec une baguette magique et tape sur les têtes des gens. Wende Soma, Wende Soma. Peut-être que ça n'arrivera pas. L'idée, c'est de se dire, si on ressent en nous cet appel-là, pourquoi ne pas se lancer? Et comme c'est écrire des choses qui peuvent aider d'autres personnes, surtout les jeunes, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Un jour, le livre, les livres, je trouve que c'est comme le vin. Plus les années passent, plus ça prend de la valeur. Un jour, les gens comprendront que voilà, il y a quelqu'un qui avait pensé au bien de nos communautés et qui s'était dit pourquoi ne pas écrire quelque chose qui peut aider dans la façon de voir le monde, de penser et d'agir. Et d'où provient cet amour de la littérature chez vous, cette passion? Est-ce déjà, vous provenez d'une famille voilà, littéraire? Est-ce que c'est à l'école où vous vous découvrez à travers surtout de petites scènes où vous êtes en train d'écrire? D'où provient cette passion pour vous? La famille, surtout. Et puis quelques amis. J'ai une amie qui maintenant elle vit à l'étranger, elle s'appelle Gema Sakina. Elle lisait beaucoup. Et elle me poussait aussi à lire. Après, il y a la famille. Moi, je ris souvent quand j'ai dit que j'ai pas été jusqu'à la licence et tout, parce que ma famille, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. C'est des gens qui aiment beaucoup les études et qui lisent beaucoup. Donc déjà, mon père, quand on était enfant, presque chaque semaine, on devait lire un livre. Que tu le veuilles ou pas, tu devais lire le livre et tu devais l'exposer à papa. Parce que mon père est avocat et il a enseigné pendant très longtemps à l'UCB, le droit. Donc, les livres, pour nous, chez nous, ça a toujours fait partie de notre vie. Ça a toujours fait partie de notre quotidien. Et à vrai dire, quand on s'y met, on découvre un certain plaisir. Et voilà, ça ne part plus. Ça ne part plus. Alors, on me dit souvent que lorsqu'on entreprend une démarche dans le business surtout, puisqu'on va le dire, c'est une passion, mais c'est aussi un métier quelque part, c'est parce qu'on veut répondre à un problème qu'on a observé dans la société. De votre part à vous, quel est le problème que vous avez observé? Vous êtes dit, je peux venir, comme vous le dites, vous êtes en mission, mais c'est pour répondre à quel problème vous? Le problème est assez sensible, parce que comme je dis souvent, l'être humain, dans sa manière de fonctionner, n'aime pas beaucoup qu'on lui fasse de reproches. Il se sent injurié. Et lorsque ça se passe chez quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné, il se braque. C'est ce qui fait que souvent, on a du mal, surtout, à donner des conseils aux masses. Parce que quand vous leur dites que, en tant que peuple, vous avez tel défaut, tout ça, ils se sentent injuriés. Ils réagissent assez agressivement. Ce qui fait que le problème auquel je m'attaque est assez sensible. Mais je prends quand même le courage de le faire et de dire que c'est pas seulement chez nous au Congo, c'est un peu auprès de l'Africain. On a un énorme potentiel. L'homme noir a un énorme potentiel, c'est connu. On est très fort. C'est l'homme noir qui a été utilisé pour faire que certaines grandes nations aujourd'hui soient celles qu'elles sont. Mais il y a comme un semblant de médiocrité dans notre façon de faire les choses. Ok, ça se voit par-ci par-là, on va pas entrer dans le détail, sinon je vais recevoir beaucoup de pierres et c'est un peu trop tôt. Mais vous êtes écrivain, vous apportez votre regard sur la société. Oui. Ça ne sert à rien de cacher. Je ne suis pas aussi suicidaire. Alors, il faut avoir de la stratégie. L'idée, c'est de travailler sur cet aspect des choses et de se donner le courage de faire partie de ceux qui vont commencer à adresser ce problème et peut-être apporter certaines solutions. Une pierre à l'édifice, c'est toujours une pierre et si elle n'est pas là, le mur ne sera pas complet. Donc l'idée, c'est de commencer à sensibiliser les gens, promouvoir cet amour-là parce que ça peut tout changer. Alors, après quelques échanges avec des experts littéraires de la place et aussi quelques écrivains qu'on a eu à rencontrer, ils fustigent cette faible consommation des œuvres littéraires par des habitants de Bukavu. Il est manifeste que on préfère beaucoup plus lire les livres qui viennent d'ailleurs que les livres qui sont produits ici. Et puis du côté des écrivains aussi, ils peinent vraiment à s'inscrire ou à se positionner sur, nationalement ou mondialement parlant. Alors, face à tout ceci, face à cette précarité littéraire, quel est votre rapport sur ces secteurs-là? Comment est-ce que vous contribuez pour que ces secteurs-là grandissent? Je pense qu'il faut créer un environnement
qui va promouvoir ça. Je pense qu'il y a des gens qui lisent. Beaucoup. Mais le plus difficile, c'est de pouvoir les agglomérer autour d'une structure qui fasse que voilà, on puisse prendre conscience du fait que ah ok, il y a des gens qui lisent, mais pourquoi ils lisent? Vous voyez, en ville par exemple, si un pasteur ambulant s'arrête quelque part et qu'il commence à dire des choses, et que ne fût-ce que 10 personnes s'arrêtent pour l'observer, la curiosité va faire qu'un grand nombre de gens va venir s'agglomérer et commencer à l'écouter. Et je pense que c'est souvent ça le problème. Le problème, c'est peut-être que les gens n'investissent pas encore beaucoup dans des structures qui permettent aux gens qui aiment lire de venir, de se rencontrer, de chiller comme les gens disent, de passer du temps, boire un café, lire et tout ça. Et c'est pourquoi moi, dans ma démarche, je suis en train de... C'est presque sur le point de commencer à fonctionner. La situation du pays étant ce qu'elle est, on y va doucement. Je suis en train de créer un petit espace à caractère culturel où les gens pourront venir faire du coworking un peu, mais surtout lire, discuter. J'invite en tout cas les gens qui écrivent de Bukavu de donner leurs livres, qu'on les y expose, qu'on puisse faire cette promotion. Tu vois, c'est créer un environnement où les gens peuvent venir passer un bon moment, manger une crêpe, une gaufre, mais aussi lire, discuter d'un livre, mais surtout réfléchir ensemble sur comment toucher les gens avec ce qu'on écrit. C'est-à-dire écrire des choses, oui, mais comment est-ce que ce qu'on écrit peut toucher la personne qui va le lire, qui va le consommer. C'est très intéressant. Plongeons alors directement dans le livre Existence, force et mort à travers le regard d'un petit bantou. Pourquoi cette précision d'un petit bantou? Est-ce une manière de dire en fait que les gens perçoivent différemment, c'est-à-dire que le bantou ont leur manière de percevoir l'existence, la force et la mort, pour autant dire la vie en elle-même, et ce regard il est différent de ceux qui ne sont pas bantous? Plusieurs choses me sont venues en tête. Je vais essayer de décortiquer. Alors, le regard d'un petit bantou. Pourquoi le regard d'un petit bantou? Comme j'ai dit au début de notre discussion, moi j'ai un souci avec l'amour que j'ai pour mon peuple, le peuple noir. Je ne sais pas ça vient d'où. Je ne sais pas pourquoi c'est très fort en moi. Je ressens une fierté énorme dans le fait d'être noir. J'ai toujours l'impression que l'histoire du peuple noir sera et est une histoire magnifique. Parce que les plus belles histoires dans la vie, souvent, sont les histoires des personnes qui ont été à terre, mais qui après ont réussi à se lever, à impressionner tout le monde. Et le peuple noir, jusque-là, il faut l'avouer, c'est quand même un peuple qui, voilà, est à terre. Mais moi, je ressens cette fierté-là, d'être noir, et je suis content de pouvoir dire que je vois de l'excellence dans l'homme noir, je vois son potentiel, je vois de l'excellence en termes de potentiel, mais ce potentiel n'est pas encore exprimé. Donc quand je dis regarde un petit bantou, je dis petit bantou par humilité, parce que j'aime l'humilité, parce que je considère que quand on se dit qu'on est arrivé, on ne laisse plus d'espace à la croissance. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'humilité. C'est pourquoi je dis petit bantou. Mais je dis aussi bantou pour réclamer cette fierté africaine, cette fierté d'homme noir, cette fierté de missionnaire au service de son peuple. Voilà pourquoi j'ai dit regard d'un petit bantou. La vie n'a pas de formule. On commence déjà par là. Vous commencez directement en disant non. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent la vie n'a pas de formule, parce que ce n'est pas une démarche mathématique. Alors, dites-nous, en fait, est-ce que c'est la pensée qui vous vient? On a l'impression de quantifier la vie en soi, c'est pourquoi on sort souvent la vie n'a pas de formule, on fait comme on veut. Est-ce que c'est un appel à une liberté non contrôlée? Expliquez-nous cette démarche-là, ce besoin de commencer votre livre par cette citation ou cette expression que vous n'appréciez pas. Ok, je fais partie des gens qui disaient ça à une époque, mais lorsque j'ai vécu ce que j'appelle une seconde naissance, en tout cas un réveil intérieur, j'ai commencé à me rendre compte du fait que, en fait, la vie humaine, elle est structurée, en fait.
quand on arrive à la regarder sous un certain angle, on commence à se rendre compte que, ok, il y a tel domaine de la vie humaine, tel domaine de la vie humaine, ces domaines interagissent entre eux de telle manière, et que donc si tu prends ce domaine avec un tel comportement et que tu le rajoutes à tel autre comportement, ça te donne tel produit. Tu te poses la question de savoir est-ce que vraiment c'est vrai de manière générale. Tu commences à regarder autour de toi et tu te rends compte que, ah, mais au fait c'est vrai. Alors, est-ce que vraiment la vie n'a pas de formule? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon un peu fainéante d'avouer le fait que certaines personnes n'ont pas vraiment envie de faire des efforts et de quitter leur zone de confort? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Je pense que il n'y a pas de formule comme en mathématiques. Dire que tu as besoin de 3 journées, par jour tu fais 4 heures, tu ajoutes 5 petits efforts. Non, je ne pense pas. Mais je pense que il y a des choses, des principes qui sont assez clairs quand en tout cas on veut les voir. Et lorsqu'on apprend à utiliser ces principes-là, à les respecter, à les pratiquer, il peut se passer quelque chose. N'est-ce pas là Il peut se passer quelque chose. que se trouve le sens de cette expression? La vie n'a pas de formule, ou du moins la vie a de formules. Si on doit déjà structurer, tracer tout un schéma, une démarche, bah voilà, il y a des choses qui se passent. Alors que dire peut-être à ceux qui se disent ça, puisque moi je peux dire, c'est une manière aussi de se libérer d'un peu de pression. Quand on dit la vie n'a pas de formule, puisqu'on voudrait être comme tel et tel qui a suivi tel parcours et qui a réussi, tel qui a suivi tel parcours et qui a échoué, quelquefois on va dire suis plutôt ce que tel dit, et vous dites que voilà, c'est un processus. Est-ce que à un moment donné on n'a pas besoin d'accepter que chacun a son destin et puis la vie doit simplement suivre son cours, ce qui nous est destiné pour arriver qu'on le veuille ou pas? Encore une fois, beaucoup de choses me sont venues en tête. Je vais créer un schéma. Voilà. Ok. Quand je dis que je ne sais pas si c'est vrai que la vie n'a pas de formule, c'est parce que je pense à la façon de penser de certaines personnes. Je vais commencer par le fait d'abord de souligner une chose que vous avez dite. La vie n'a pas de formule, telle personne, faire comme... Tout le monde n'est pas obligé de réussir dans la même chose. Et puis, réussir et être heureux, et c'est quelque chose que je souligne. Je ne suis pas un gourou de la finance et de l'économie. Je ne suis pas un influenceur qui sur Internet va dire aux gens « Je sais comment vous allez devenir millionnaire ». Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont malheureux. Moi, les choses que je propose, c'est peut-être des choses qui peuvent rendre plus heureux que ceux qui courent après l'argent. Parce qu'il y a moyen d'être heureux avec très peu. Surtout si on est entouré de bonnes personnes, des personnes avec qui on s'aligne, des personnes qui sont bienveillantes. Les formules pour réussir et créer Facebook, moi je ne les connais pas. Si le gars qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg je crois, a réussi à créer Facebook, ça le regarde. Mais les formules pour avoir une vie dans laquelle, par exemple, tu arrives à éviter les personnes qui peuvent être toxiques émotionnellement pour toi, ça peut exister. Les formules de la vie grâce auxquelles tu peux être quelqu'un de discipliné chaque jour, ça peut exister. Ces formules peuvent aider tout étudiant qui se dit « Je ne me comporte pas bien, il faut que je fasse de meilleurs résultats ». C'est possible. Mais les formules pour dire « Moi, je sais comment vous allez faire, vous tous, pour travailler chez la BOA », ça, non, il faut être réaliste. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler noir sur blanc. Si tu fais ça, humainement, tu seras ça. Tu seras capable d'être excellent dans ta façon de te comporter. Après, il y a un élément qui est extérieur à nous. Moi, je suis un croyant. Laisse le divin te présenter ce qu'il a à te présenter. Alors, comment, en tant que petit bantou, vous percevez ou vous avez perçu dans votre livre l'existence, la force et la mort? Pour ceux qui sont en train de nous suivre, n'ont pas encore eu la chance de lire ce livre-là, ou comment vous l'appelez, le livret, mais moi je dis ces livres. Alors, comment vous avez perçu dans votre œuvre l'existence, la force et la mort?
Je pense que là, je dois un peu remercier mon père. Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est en vous regardant, en vous écoutant parler que ça me vient peut-être à l'esprit. Cette habitude qu'il avait, c'était énervant quand on était petit, il faut l'avouer. On fouillait des fois, tu faisais mine d'avoir la grippe, d'être malade et tout. Mais cette habitude-là de nous demander de lire et de lui faire un résumé m'a peut-être aidé à peut-être créer en moi cette habitude-là à m'asseoir de temps en temps seul, méditer sur ma vie, méditer sur tout ce que je vois autour de moi et essayer de chercher la vérité dans ce que je vois en faisant un détachement émotionnel, ne pas trop m'attacher à tout ça. Et je pense que c'est de là que est partie mon habitude à observer le monde, à observer l'existence et à me rendre compte que, ok, comme j'ai dit, vu sous un certain angle, il est possible de voir l'existence humaine comme un tout, composé de plusieurs parties. Moi, dans ce livre, je me suis concentré sur 7 de ces composantes parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très importantes. Et comme le titre le dit, donc je présente ces 7 composantes qui font que l'existence humaine soit ce qu'elle est. Et puis, bien sûr, je parle de ce qui peut nous rendre forts au niveau de ces différentes composantes. Et si tu parles à quelqu'un de ce qui peut le rendre meilleur, il faut se lui dire qu'est-ce qui peut le détruire. Je parle aussi de ce qui peut nous tuer au niveau de ces 7 composantes. C'est pourquoi le titre de ce livre, c'est Existence, force et mort à travers le regard d'un petit manteau. Je voudrais qu'on trace comme un petit triangle entre les 3 forces-là. Quels sont les points que vous avez identifiés de points communs entre l'existence, la mort et la force, et puis les points que vous avez dénichés comme étant différents, c'est-à-dire que voilà, ils sont liés à quels endroits ils sont vraiment distincts. Je risque d'éclater ce triangle, ou bien de dire ce qui est dans ce triangle-là. Mais c'est l'objectif de la question, bien sûr. D'accord. L'existence, c'est qui peut la rendre meilleure et c'est qui peut la détruire. Ok, on a d'abord ce triangle-là, comme vous avez construit ce triangle-là. Essayons maintenant de le décomposer. Ce qui rend c'est qui a en tout cas le pouvoir de rendre cette existence meilleure et ce qui a le pouvoir de rendre cette existence désagréable, en tout cas de la détruire. Parlons du concept dont je parle dans le livret, de lumière et d'obscurité. Ces 2 concepts-là, en général, il ne faut pas que les gens pensent que je suis dans des histoires. Non, c'est très simple. Quand je parle de lumière, je parle de la notion du bien. Je peux vous rencontrer en route. Vous êtes au volant de votre véhicule. Je conduis mal. Au lieu de m'excuser, vous êtes peut-être en retard au boulot. Vous me criez sur moi et moi, au lieu de m'excuser, ouais, dada, c'est pas quoi. Ça, c'est un comportement obscur déjà. Ok. Alors, ça peut détruire vos émotions. Vous arrivez au boulot avec une mauvaise humeur, avec les techniciens, vous avez un échange bizarre et tout, et votre performance lors de votre émission ne sera pas forcément la même pour quelqu'un qui sait sentir l'authenticité émotionnelle dans votre voix. On va sentir que, mais aujourd'hui, madame ou mademoiselle Katia, elle est toujours énergétique, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est pas elle. Ouais. Juste en faisant ça, un auditeur qui vous écoute pour la première fois peut ne plus vouloir écouter cette musique. Cette dame-là, elle parle, je sais pas, on dirait qu'elle est hautaine et tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Le comportement obscur que j'ai eu envers vous aura détruit votre potentiel, votre capacité à grandir votre... on dit auditoire, audimat? Je sais pas très bien. Audimat, votre audimat. Je viens d'apprendre. En tout cas, les deux. Les 2 sont, mais beaucoup plus l'audimat. Voilà, vous voyez un peu. Donc, au niveau de ce triangle que vous m'avez construit et dans lequel je dois placer les choses, ce qui lie les 3, c'est la notion, on va dire, du bien et du mal. Et de manière très simple, lorsque tu te comportes bien, tu te renforces existentiellement. Ok. Que ce soit au niveau de ton intellect, que ce soit au niveau de ton organisme, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de comment tu évolues dans la vie, dans le temps. Vous verrez dans le livre, ça fait partie des différents domaines dont je parle. Et donc, ce qui lie les 3, c'est ça, au fait. C'est vraiment la vie, au fait. Le temps de vie qu'on a à vivre, c'est vraiment profiter de notre existence
pour nous renforcer existentiellement et éviter les choses qui ont ce potentiel-là de nous détruire, de nous dégrader, on va dire. En attendant la mort. En attendant la mort définitive du Ouais. corps physique. Bah ouais, c'est là que je voulais demander comment les petits Bantous, il a perçu la mort, comment est-ce qu'il a expliqué dans ce livret-là, puisque voilà, c'est une notion que qu'on soit vieux ou jeune, on a du mal quelquefois à l'aborder en souriant, voilà, c'est un phénomène qui souvent fait pleurer, ou du moins la plupart des fois. Alors en tant que petit Bantou, quelle a été votre douceur apporter sur cette notion-là, afin que ceux qui sont en train de nous suivre disent ah ouais, c'est voilà, grâce à cet écrivain, moi je vois la mort différemment aujourd'hui. Ok. Je parle de la mort au niveau de ses différentes composantes existentielles. Déjà. Dans le livre, il ne faut pas que les gens pensent que quand ils vont lire le chapitre où ça parle de la mort, on parle du deuil, il faut arriver à 6h du matin, il faut s'habiller comme ça. Si tu as du mal à pleurer, il y a des techniques, prends un peu de Vixi, mets un peu sur tes yeux. Non. Je parle de tout ce qui a le potentiel de nous détruire au niveau de ces différentes composantes existentielles. Alors oui, la mort telle qu'on l'observe beaucoup dans nos communautés, dans nos sociétés, est généralement en rapport avec la mort du corps. C'est-à-dire, tu meurs, on va, on t'enterre et tout. Mais moi, je vais un peu plus loin. Je parle de la mort au niveau de ces différentes composantes existentielles. C'est-à-dire, vous pouvez mourir émotionnellement et sentimentalement. Il y a des gens, on ne s'en rend pas compte, mais au niveau de leurs émotions et de leurs sentiments, ils sont morts. Ils sont froids, ils n'y croient plus, ils n'ont plus cette capacité. C'est des gens qui n'ont pas d'enthousiasme, ils n'ont pas de sympathie. Donc, ils ont subi tellement de choses qui les ont mangés intérieurement et que c'est fini. Il y a des personnes qui sont mortes spirituellement. Vous pouvez vouloir les aider à changer leur vie. Ils ne seront pas capables de vous comprendre parce qu'ils ont détruit tout ce qui sont intérieurement. Il y a des personnes qui peuvent vous tuer socialement. Il y a des personnes qui vous leur dites un truc qui ne leur plaît pas. Ils se sentent blessés. Ils partent autour de vous détruire votre réputation. Et un jour, vous voulez faire une affaire avec je ne sais pas qui. Ah oui, on va vous rappeler. Vous vous demandez, mais pourquoi ça ne marche pas? Pour moi, ça ne marche toujours pas. Sans le savoir, vous êtes en train de mourir socialement. C'est pourquoi j'aime bien une chanson congolaise où on dit la personne qui te tuera, c'est la personne avec qui tu manges. Une personne n'a pas forcément besoin de te tuer physiquement pour te nuire. Il suffit qu'une personne se mette à dire des choses négatives partout autour de toi, tout le temps. Et tout faire pour que quand elle est avec toi, tu aies l'impression que c'est ton ami. Pour que les gens autour de vous se disent, mais si son ami dit ça, c'est que c'est vrai. C'est que c'est pas une fille bien, c'est que c'est pas une dame bien. Et du coup, lorsque toi maintenant, socialement, tu vas vouloir faire XY chose dont tu as besoin pour vivre, survivre ou bien t'épanouir, tu vas te rendre compte que ça marche jamais. Parce qu'au fait, on t'a tué socialement. Alors, après, du moins depuis la réalisation, l'écriture de ce livre jusqu'à ce jour, après le retour de lecteurs, est-ce que vous estimez que c'était un réel besoin? C'était vraiment quelque chose qu'il fallait apporter à la communauté en ce moment précis où tout le monde court derrière plusieurs choses, où le système de vie a changé. C'était vraiment nécessaire, ce livre-là. Pour la petite histoire, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent un peu. J'ai fini d'écrire le livre en 2022. Si on se rappelle bien, c'est un peu la période post-Covid ou bien Covid et tout. Donc, moi au départ, ce que je voulais, c'était créer une structure où les gens peuvent venir travailler sur eux-mêmes, chiller, mais surtout faire du coaching et tout. C'est nouveau chez nous, mais voilà, il faut toujours être le premier s'il le faut. Quand le Covid est venu, c'est quand je me suis rendu compte que peut-être qu'écrire c'est quelque chose de bien. On ne savait pas qu'est-ce qui pouvait nous arriver au fait, tu vois. Ça m'a pris très longtemps pour le finir, faut avouer. Je ne suis pas un écrivain à la base, je suis un artiste. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et puis il faut recorriger. Tu finis, quand tu relis, tu te dis qui a écrit ça? Tu recorriges et tout. En 2022, j'ai fini. Il y a un neveu à moi à qui j'avais enseigné les arts martiaux et qui avait été beaucoup marqué par moi parce qu'on avait fait les arts martiaux avec lui, mais aussi je l'ai un peu accompagné dans la vie.
Quand je lui ai dit que j'ai fini d'écrire mon livre, il a beaucoup aimé. Et il m'a aidé à faire imprimer quelques petits exemplaires. Moi, j'étais pas encore prêt. Moi, mon idée, c'était, je crée ma structure. Ce livre va m'aider comme outil au sein de ma structure. Ok. Il m'a dit, non, tonton, tu peux pas limiter ça à ça, et tout. Il faut que... Nous, on a envie de lire, par exemple, nous qui ne sommes plus au Congo, on a envie de lire, tout ça. J'ai imprimé quelques exemplaires. Je n'y croyais pas. Franchement, je me disais, bon, allez, vas-y. J'imprime. J'avais imprimé peut-être... Voilà, voir ce que ça donne. J'avais imprimé peut-être 60 ou 70 exemplaires seulement. J'en ai distribué certains. Mais tout le reste a été acheté. Moi, je ne savais pas que j'allais pouvoir vendre tout le reste. Et voilà, les gens m'ont conseillé, m'ont dit, tu aurais dû continuer. Mais moi, je continue à le distribuer gratuitement après ça. Alors, ce qui me donne beaucoup de courage aujourd'hui à relancer le truc, c'est que de 2022 à aujourd'hui, 2026, je n'arrête pas d'avoir des retours positifs. Ok. Il y a des gens qui se le prêtent, qui se le donnent et tout. Je n'arrête pas d'avoir des retours positifs. Et je me suis dit, pourquoi ne pas retourner dans cette démarche-là et promouvoir le livre à grande échelle, ne pas le garder juste pour moi, ma structure, mon petit truc et tout. Et voilà, les gens m'ont encouragé. Il y a un ami qui s'appelle Victoire qui m'a dit, tonton, on peut faire quelque chose. Il y a une dame ou demoiselle très charmante, très intelligente, avec qui j'ai fait connaissance, qui s'appelle Bénite Kadjibouami, qui m'a aussi... que nous saluons, c'est une très proche en tout cas. Ah, voilà. Elle m'a aussi dit, écoute, voilà, c'est un truc bien. Il faut le faire connaître. Et voilà, c'est ce retour positif qui me donne de la foi. Très intéressant. Parlons maintenant de la structure ou de l'alignement de texte et tout, puisque c'est parole à l'auteur quand même. On voyage dans le texte, on observe tout. Voilà, il s'est constaté en fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup... on se demande, est-ce que l'auteur a eu le temps de se faire lire, de se faire corriger, surtout de se faire accompagner littérairement, c'est-à-dire quelle maison d'édition avez-vous rencontré à ce moment-là, ou sinon quelle maison, puisque vous dites vous revenez en tout cas dans le secteur, avec quelle maison d'édition vous prévoyez de travailler pour que toutes ces erreurs soient élaguées? C'est sur ça que je suis en train de travailler actuellement. Je vais éviter de citer des noms. Il y a 2 grands frères et un responsable d'une école. Une école où j'ai déjà même été accueilli pour aller parler à des jeunes qui sont en train de m'assister pour enrichir tout ça. Et puis voilà, dès que ça sera fin prêt, on pourra... On attendra un vernissage. Oui. Finissons notre émission puisque voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne le permet pas. Toujours, moi, je recommande à ceux qui nous suivent, en fait, de chercher les auteurs, ou du moins de chercher les œuvres littéraires afin de prendre le temps de lire, puisqu'on peut tout dire ici, mais chacun a le droit d'avoir une interprétation d'une œuvre qu'il a pris le temps d'apprécier. Alors, parlons un peu du message central, puisque je le lis. C'est autour de 300 pages qu'on a à lire. Alors, le message central dans tout ce 300 pages, dans ce millier de mots utilisés dans ce texte, dans ces milliers de paragraphes, quel a été le message central que vous vouliez apporter à travers ce livre, si on peut le dire, à travers une phrase ou à travers un paragraphe? Qu'est-ce que vous vouliez réellement dire? La vie est une leçon, le monde est une école, et à nous de savoir en profiter pour cultiver notre magnificence. Point. Ça me fait penser à cet adage que disent souvent nos parents. Ils disent asiyefunzwa na mzazi anafunzwa na dunia. Tout à fait. Mais dans tous les cas, on se retrouve que même si on a été éduqué par le parent, le monde, il a toujours quelque chose à nous apprendre. Mais à saluer, c'est l'éducation ou la base que les parents nous inculquent qui nous permet de nous positionner face à tout ce qu'on rencontre après. Parlons de cette phase d'écriture. On était déjà en Covid, c'était pas facile. Tout le monde souffrait de sa façon. Le confinement...
la vie solitaire qui s'imposait à plusieurs, et pourtant vous êtes découvert littéralement, en tout cas littérairement parlant, vous êtes découvert. Mais parlons un peu de cette phase-là. Comment ça a été l'inspiration? Est-ce que tout coulait lorsque vous mettiez devant votre machine? Est-ce que vous avez fait face à quelques difficultés? Surtout, comment vous les avez contournées? Puisque l'objectif de cette question, c'est de dire, sur votre chemin, tout ne sera pas rose. Mais comment est-ce que vous ferez pour atteindre vos objectifs? Ça a été dur. Ça a été pénible. Ce qui m'a aidé, comme j'ai dit, c'est que j'ai une petite habitude que certains proches trouvent un peu bizarre. J'aime prendre des notes. Je médite presque chaque jour. Disons, chaque jour, je médite. Soyons honnêtes. Je médite chaque jour. Il y a des gens qui se moquent de moi, alors souvent j'ai un peu honte, mais je médite chaque jour, au moins 1 heure par jour. Si c'est pas le matin, c'est le soir. Et à chaque fois, quand quelque chose de très fort me vient, ça peut être un petit paragraphe, ça peut être une petite idée, j'écris. Lorsque j'ai vécu l'expérience, on va dire spirituelle la plus forte de ma vie, c'était beaucoup d'années avant que je commence à écrire le livre. Et déjà à cette époque, je prenais beaucoup de notes. Et je peux vous garantir que si chaque jour vous prenez 1 ou 2 ou 3 petits paragraphes que vous écrivez, au bout de 3 ou 4 ans, c'est beaucoup de papier. Alors, la période Covid m'a aidé à faire quoi? La période Covid m'a aidé à prendre tout ça et à me rendre compte que il y avait un schéma qui se dessine dans toutes ces petites paroles, on va dire, de sagesse, en fait. Et c'est en étudiant tout ça que je me suis rendu compte que chaque fois, tout tombait autour de 7 choses, disons. Plusieurs, mais c'était surtout ces 7 choses-là. La vie sociale, le comportement dans le temps, la discipline, tout ça. La dimension émotionnelle, le contrôle de soi. Quand tu es en colère, comment tu vois, tu te contrôles, parce que la colère, tout le temps, a tendance à générer l'envie de détruire ce qui l'a généré. Donc, il y avait tout le temps, ça revenait tout le temps autour de ces 7 choses-là. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais au fait, je peux écrire quelque chose, au lieu d'avoir tout plein de sagesse que je vais enseigner aux gens comme ça, je peux structurer ça et puis voilà. Au début, tu te dis, je vais faire un petit truc de 50 pages et puis je vais commencer à partager ça sur internet et tout. Mais non, tu écris, quand tu finis, tu reviens, tu te rends compte que c'est pas assez riche. Tu écris, ça gonfle, 100, 120. À un moment, c'était même 500 ou 600. Je me suis dit, non, là, je deviens un peu fou. J'ai dû retravailler. J'ai une amie qui s'appelle Sarah Namegabe. Elle a fait la psychologie. Elle m'a énormément aidé. Elle vit entre Nairobi et en expatriation. Elle m'a beaucoup aidé. La première version était très brute. Elle était tellement brute que je pense que j'aurais choqué beaucoup de gens. Elle m'a beaucoup conseillé, elle m'a aidé, elle a lu. C'était la première personne à lire et à me donner du courage parce qu'elle avait aimé. J'ai tout condensé pour arriver à ces 300-320 pages, ce qui était assez difficile parce que c'était ma première expérience. Mais voilà, ça a été très dur, pour être honnête. Ça a été très dur. Je pense que après avoir fait ça, j'ai commencé à beaucoup respecter les écrivains et je ne lis plus comme avant. Aujourd'hui, quand je lis un livre, je choisis un livre et je le lis vraiment, je l'étudie parce que je me dis, si moi qui ne suis pas un écrivain, ça a été si dur, qu'est-ce que ces gens peuvent bien subir, tu vois. Et tu te mets à apprécier encore plus la lecture. Tu lis moins juste pour consommer, juste, tu vois, le plaisir. Ouais, je suis quelqu'un qui lit. Non, tu commences vraiment à lire en te disant, il faut que je respecte le truc que je suis en train d'acquérir. Moi, j'aime bien ce que j'entends. En tout cas, c'est très bien dit puisque c'est un conseil au lecteur, c'est un conseil, c'est un message d'appréciation également et d'encouragement aux écrivains et voilà, ça fait du bien. Alors, finissons. Pour un artiste multitalentueux, j'ai envie de dire polyvalent, mais je trouve que c'est trop peu. Multitalentueux. Vous êtes un peu touche à tout et puis j'imagine que c'est très bien fait. Qu'attendre de vous? Est-ce qu'on peut s'attendre à un jour voir un mélange de tout ce que vous êtes entre graphisme, conseil, littérature et d'autres choses pour nous produire je ne sais pas si ça sera une œuvre littéraire, si ça sera un salon de discussion, un salon d'exposition ou une rencontre entre
plusieurs personnes, qu'est-ce qu'on doit attendre de BCL, comme il aime s'appeler? Au début, on a dit, il faudra que je dise pourquoi c'est BCL, mais bon, je réponds d'abord à cette question. On le dira. Oui. Il faut s'attendre à la création, à la parution très bientôt d'une structure qui aura à son centre pour mission de promouvoir, comme j'ai dit, la culture, en grand la culture, mais surtout la culture de ça, l'amour pour l'effort et l'excellence. Et toutes les personnes qui ont envie de participer à, on va dire, l'élimination, mais on risque de choquer certaines personnes. En tout cas, qui veulent apporter un peu plus de lumière dans les esprits des gens de notre société, venez qu'on collabore, venez qu'on discute. Déjà, d'entrer pas dans pas très longtemps, dans pas très longtemps, j'aurai déjà un petit espace qui est presque fini, où vous pouvez venir boire un café, discuter, partager. Ça part toujours de l'idée crée la vision, et puis l'action peut suivre la vision. Oui, il y aura ça, il y aura une structure qui va me permettre d'exploiter tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai comme talent, comme capacité. Et beaucoup de choses, bien sûr. L'inspiration Covid nous suit jusqu'à maintenant et voilà, on verra bientôt un bébé naître. Et finissons de manière vraiment très brève. Pourquoi BCL? Puisque moi je sais c'est Bissimo Luango Emmanuel, Bissimo Emmanuel Luango, mais peut-être qu'il y a un secret derrière. Aucun, c'est BC, c'est Bissimo, L c'est E et L c'est Emmanuel et Luango. C'était une façon de faire court. Mes amis ont toujours... Les gens ne m'appellent pas Emmanuel, les gens m'appellent Emma et les proches m'appellent tonton Emma. Les gens ont toujours raccourci mon nom. Et BC, c'est quelqu'un qui était très cher à moi, qui m'appelait comme ça. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup aidé spirituellement. Et je me suis dit, je vais honorer cette énergie-là, qui m'a beaucoup aidé à une époque de ma vie. Et faire que ça devienne mon nom d'artiste, mon nom de personnalité, j'espère, public. Voilà, je dis, voilà, BCL. Ainsi dit, Parole à l'auteur prend fin ce jour, la présentation du livre Entre existence, force et mort, à travers le regard d'un petit bantou, un livre de l'écrivain, en tout cas autodidacte, BCL, un graphiste, un accompagnateur, un coach, un formateur. Aujourd'hui, il est venu nous parler de sa vie et vous l'avez découvert. Que vous dire? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci à la personne qui nous assiste également. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été avec nous dans Parole à l'auteur. Merci à Samy Baloumé pour le relais son et vidéo. Merci à vous d'avoir été toujours là et merci de continuer à accompagner nos artistes parce que oui, c'est lorsque vous êtes là, c'est lorsque vous les accompagnez, c'est lorsque vous le soutenez qu'ils trouvent sens dans ce qu'ils font. C'est là qu'ils s'épanouissent et c'est là que notre monde est écrit et décoré différemment. Je vous aime, je vous souhaite